crois que le care, ça va avec l'idée que ce que disait Montaigne, chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. On a tous en nous, non pas quelque chose de Tennessee, mais plutôt, on a du serial killer, comme de la bonne sœur qui va sauver une tribu au fin fond de l'Amazonie. On a tout à la fois. On soigne, on va vers l'autre, on soigne la personne à terre. Et pour ça, bah, il faut l'aimer, il faut s'aimer soi-même. C'est l'être dent et l'être vert. Je ne sais plus quel est c'est même pas un philosophe. J'avais tordu ce truc-là, c'est Stanislas Breton, c'est un vieux jésuite qui a inventé ce concept. L'être dent et l'être vert, l'idée c'est se connaître pour aller vers l'autre. Si tu ne te connais pas, tu vas vers l'autre en boitant. Moi, je ne vais jamais chez le médecin. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allée. Chez un généraliste normal. Après, je ne suis pas malade, enfin, je suis rarement malade. Et les dernières fois où j'ai été très malade, où j'ai dû aller à l'hôpital par exemple, j'ai été confrontée à des trucs qui m'ont paru complètement absurdes et où on ne prenait pas du tout le corps dans sa globalité et on disait, on séparait vraiment le petit doigt de l'épaule du reste du corps et ça me paraissait vraiment être une absurdité. En introduction, je te disais que le fait d'avoir accompagné cette crise a été d'une richesse incroyable, d'une dureté incommensurable aussi, avec des besoins de prise de recul de ce qu'on a fait dans l'urgence, de savoir et d'en tirer les enseignements. Et puis dans le care, il y a aussi la nécessité d'accompagner nos étudiants de demain, d'être des bons médecins. Et dans le bon médecin, il y a aussi celui qui va soigner, mais qui va prendre soin de ses patients et de ses équipes. C'est compliqué. Ça m'évoque beaucoup de choses et en même temps pas grand-chose. Le mot prendre soin pour moi, waouh, vaste question. Plutôt une relation à deux ou plusieurs. Hein. C'est l'expression « avoir des égards pour l'autre » qui me vient spontanément. Le mot patience, parce que c'est pas facile. Donc le care, ouais, dans un premier temps, ça m'évoque une notion de courage en fait, curieusement. Le courage d'agir quand il faut et de ne pas agir. Prendre soin de soi, prendre soin de nos patients et d'être dans une sérénité et un échange qui puisse être très bienveillant. Voilà ce que ça m'évoque. Je pense aux soins de soi, je pense au care de soi, de se prendre en soin, de s'accorder un regard, de cultiver une disposition à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui se décide, en tout cas dans mon expérience. J'aurais bien aimé un jour décider et dire bon, c'est bien, maintenant je prends soin de moi, c'est sûr, ça va marcher, hein, 1er janvier, année X, c'est la bonne résolution et c'est sûr, ça va fonctionner. Et en fait, pas du tout. Donc care, pour moi, c'est le mot patience. Ça demande du temps. Spontanément, ça m'évoque un truc bien précis, je ne sais pas pourquoi je repense à ça, mais un édito que j'avais, même pas un édito, correspondance letter que j'avais lu dans le JAMA un jour, et qui s'appelait Le nom du chien. Et c'était un neurologue qui avait écrit, alors je ne sais pas pourquoi ils avaient accepté ça, mais il y a quelques années, hein, que ce qui avait marqué finalement son parcours de formation quand il était interne, c'était une fois où il s'occupait d'un patient, d'un de ses collègues, de son superviseur, son senior, qu'il avait tout bien fait, qu'il lui avait refait tous les examens, etc. Il est allé le présenter à son senior et son senior lui avait dit « Et c'est quoi le nom du chien ?» Il lui dit bah, « J'ai pas demandé le nom du chien. » Il dit bah, « Il fallait que tu demandes le nom du chien. » Donc il était retourné et il avait demandé à la personne le nom du chien et là d'un seul coup, tout avait changé. C'est-à-dire il décrivait à quel point il avait eu accès à 15 fois plus, que la personne s'était livrée. Et il s'était dit, il faudra toujours que je le garde un peu en métaphore. Il faut aussi s'intéresser au nom du chien. Il faut aussi, voilà, que c'était un peu, et donc c'est quelque chose que je réutilise des fois, même avec les internes, etc. Je leur dis, il faut connaître le nom du chien. Donc il faut toujours être un peu hors champ aussi. Et donc peut-être que pour moi, le care, c'était ça. C'est quelque chose où au début, on a l'impression que ça ne fait pas partie, alors qu'en fait, c'est le centre. Spontanément.
Ça m'évoque en fait au début de mon exercice professionnel. J'ai travaillé à l'étranger et c'était quelque chose qu'on entendait beaucoup de la part des anglo-saxons, mais dont j'avais jamais entendu parler en France. Donc pour moi, le mot care, c'est à la fois prendre soin de soi, des autres et de la planète. Et c'est intéressant qu'on ait besoin d'aller chercher un mot en anglais. Parce que je pense qu'en anglais, le verbe s'associe à plein de connotations distinctes qui sont assez complémentaires. Et le mot soin ou soigner aussi a plein de sens en français. Mais quelque part, on a eu besoin de ce mot pour aller au-delà des pratiques du soin d'aujourd'hui qui ne prennent pas toujours soin, contrairement à ce qu'on pourrait espérer. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fondamental dans la rupture entre l'intention et la réalité. Le mot prendre soin pour moi, ça m'évoque le fait d'oser m'arrêter, parce que je peux être très rapidement un peu dans une fuite en avant d'action, sans prendre le temps de contempler le terreau dans lequel je plante mes actes. C'est difficile, je pense, parce que c'est ce qu'on discutait avec les autres tout à l'heure, c'est que en fait, finalement, on prend soin des autres et on se donne au fil des ans en fait, de plus en plus aux autres. Mais finalement, il n'y a pas forcément quelqu'un pour prendre soin de nous. Et donc, on va créer une sorte de barrière et ça peut nous empêcher, je pense, de bien prendre soin des autres, en fait. Et je pense avec la méditation, finalement, en prenant soin de soi, on peut prendre soin des autres. Je ne sais pas si je suis claire. Ouais. Prendre soin, pour moi, c'est accompagner les gens qu'on peut croiser dans la vie quotidienne. Prendre soin des autres, prendre soin de soi aussi. Et les accompagner sans forcément les guérir, mais être là et essayer d'améliorer leur qualité de vie. Et la bienveillance aussi, pour moi, c'est quelque chose de très proche du care. Beaucoup de choses. La première des choses, c'est probablement un livre, tout de suite. La médecine sans le corps de Didier Sicard, publié en 2002, qui explique que la médecine est devenue extrêmement technologique, que l'écran fait écran, que l'administration est en train de rentrer dans des procédures et que finalement la technologie a peut-être créé une véritable rupture entre la relation au sens clinique et étymologique du terme, au lit du patient. Et ça conduit en fait à une généralisation non seulement des médecins, mais des paramédicaux, mais aussi des patients, en disant finalement on va trouver les meilleures solutions, quasi miracle, à un problème, une solution. Et on est arrivé finalement à dire que le care ça sert à rien et qu'avec le cure, on va tout guérir. On va tout traiter et on va tout résoudre et ça laissait un fantasme que finalement ça ne servait à rien de s'impliquer, soit en tant que patient, soit en tant que soignant, puisque finalement le produit et ou le dispositif allait absolument tout résoudre. Et je crois que ça a été une évolution nécessaire parce qu'on a trouvé les produits, on a trouvé des choses absolument extraordinaires pour arriver peut-être à stabiliser un certain nombre de personnes qui sont malades chroniques mais qui ne sont pas nécessairement guéris. Et aujourd'hui, toute la question qui va se poser, c'est comment on reprend une notion de soin. De toutes mes études de médecine, moi, je n'ai jamais entendu parler de care. De tout mon internat de psychiatrie, si j'étais resté que dans mon internat de psychiatrie, je pense que jamais un cours n'a mentionné care, si ce n'est peut-être dans un séminaire de psy transculturel, où il y avait à la fois la question des différents types de maladies, les termes anglais, maladie illness, maladie disease, et peut-être que là on a parlé du cure et du care, mais même pas sûr. Et c'est seulement quand j'ai fait un master de psychologie, où là j'ai eu la chance d'avoir un cours par Pascal Molinier, qui est une prof de psycho qui a travaillé avec Sandra Logier sur le care. Et c'est là où vraiment j'ai découvert le care. Et peut-être une dimension qui m'a amené à la médecine et que peut-être j'ai pas trouvé dans l'enseignement on va dire de la médecine que j'ai reçu il y a 15 ans, 20 à 15 ans. On m'a appris à identifier des maladies, des symptômes et du coup, à rattacher ces symptômes à une maladie et à
d'appliquer un traitement à ces symptômes, à cette maladie, qui était surtout dans le fait de vouloir guérir, plutôt to cure, et cette dimension du soin qui restait pour moi en arrière-plan et qui était quelque chose d'important dans dans mon chemin vers la médecine, restait en arrière-plan mais n'était pas cultivé par les études de médecine, ni par ce qu'on me disait de mettre en œuvre en médecine. Ouais, quand j'ai fait mes études, à aucun moment on se souciait, ou en tout cas je suis passée à côté, mais du savoir, savoir-être, savoir-faire. Et c'est vrai que le savoir, on l'a avec tous les bouquins, le savoir-faire, on l'a avec les stages, mais que le savoir-être, on ne nous en avait jamais vraiment parlé. En tout cas, j'avais jamais touché ça du doigt. Finalement, on a l'impression que c'est un truc un peu qui s'apprend un peu comme ça, quoi. C'est on l'attrape ou on l'attrape pas. Le care, c'est vraiment, comme dit Worm, c'est le moment du soin. Ce moment du soin est hyper important pour moi parce que c'est vraiment un thème transversal, étant donné qu'on peut dire care de soi-même, prendre soin de soi-même, avec tout ce que cela implique. Donc prendre soin de sa manière de voir le monde, d'être au monde, prendre soin de ses émotions, prendre soin de son corps. C'est très très vaste déjà comme sujet, mais c'est aussi prendre soin des autres. Et c'est vraiment l'attitude que nous avons et qui arrive très spontanément depuis même depuis l'enfance. Par exemple, les enfants sentent très bien ceux qui prennent soin d'eux et ceux qui ne prennent pas soin d'eux. Même les nouveau-nés à 2 mois connaissent très bien la différence. Alors, il y a Hartmut Rosa, qui on en parlait tout à l'heure, qui aime beaucoup ce terme et qui l'a bien conceptualisé. Mais la résonance, pour moi en tout cas, c'est la possibilité de coïncider, de faire coïncider soi avec les autres et faire coïncider soi avec le monde. Donc c'est vraiment, ça rejoint la question de l'harmonie, être en harmonie avec. Et on est dans... Moi, tel que je le vois, on passe notre vie sur un fil. Hein. De la naissance à la mort, on est un funambule. Et des fois, il y a des gens qui nous maintiennent, et des fois, il y a des gens qui nous poussent, et des fois, le fil il bouge tout seul, on ne sait pas pourquoi. Mais pour moi, c'est ça l'image. Donc la résonance, c'est quand on arrive à oublier qu'on est sur le fil. Et après, pour moi, c'est le care aussi de l'environnement, parce que c'est extrêmement urgent aujourd'hui, dans le sens où on sent qu'il y a des changements et on ne sait pas où ça va nous amener, parce que les scientifiques font leurs projections, mais c'est quand même des projections qui sont basées sur des faits étudiés. Donc le fait de prendre soin de l'environnement, ce n'est pas parce que l'environnement a vraiment besoin de nous, mais parce que c'est nous qui risquons vraiment de disparaître en tant qu'espèce. On est une espèce dans laquelle, si on ne prend pas soin à la naissance, on ne survit pas. Et donc, je dirais que le premier apprentissage et même la survie ne peut se passer du soin. Et au passage, on apprend à bâtir une relation. Et si cette relation est une relation de care, alors elle va être riche et bienveillante et constructive et elle va aider à grandir. Si elle en est dépourvue, ça peut créer des pathologies qui vont éventuellement avoir un impact tout au long de sa vie. Donc je pense que quand on dit que l'effet mère est éternel, c'est pas juste un peu de poésie, mais c'est une manière de symboliser le fait que le care est à la base de nos êtres, littéralement, et donc qu'on en a besoin fondamentalement. Et en même temps, si ça disparaît ou si ça n'est pas aussi vrai que ce qu'on pourrait souhaiter, c'est parce qu'on a tout un tas d'autres pressions sur les uns et sur les autres qui font qu'on est dans des logiques soit économiques, soit temporelles, où il y a du stress, de la course et de la compétition et dans lesquelles on n'arrive pas à revenir à ces fondamentaux. On peut faire remonter la philosophie du care à Carol Gilligan avec une voix différente, cet ouvrage fondamental. Et il y a aussi Joanne Tronto qui, elle, a développé le care en faisant dialoguer la philosophie du care avec la démocratie, avec les droits, avec la justice sociale.
Et ensuite, en France, Sandra Logier a repris effectivement ses études sur le care. Elle aussi, maintenant, arrive au care de l'environnement et donc fait aussi interagir le care au niveau social, au niveau psychologique et philosophique avec le soin de l'environnement. Donc ça vient quasiment naturellement, cette évolution, et c'est vraiment quelque chose qui pourrait nous limiter de confiner le care aux études de genre. Par exemple, c'est les femmes, c'est la philosophie des femmes. Certains philosophes, un philosophe français que je ne vais pas nommer, a dit oui, c'est des philosophies de femmes, mais d'une manière un peu méprisante. Mais c'est vrai, même Luigina Mortari, une philosophe du care italienne qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le soin, sur la philosophie du soin, et elle m'a avoué qu'elle a eu beaucoup de difficultés au niveau de l'université, d'affirmer ce domaine d'études au niveau de la philosophie, des études philosophiques. Et elle m'expliquait qu'elle devait donner un titre différent à son cours ou à son département pour que l'université puisse accepter qu'elle fasse des études sur le care. Je citais le livre de Frederick Worms, Le moment du soin, mais j'ai fait exprès de le citer parce que j'aime beaucoup le fait qu'il a mis l'accent sur le moment du soin, c'est-à-dire que le soin quand même est lié à un espace-temps et à ce geste du care. C'est-à-dire, il y a l'intention du soin qui fait partie de ce que nous étudions aussi. Voilà, développer l'attention, développer cette motivation, mais aussi après le geste. Et là, on pourrait relier le terme du care à un terme, encore une fois, dans la philosophie indienne, de bodhicitta. Bodhicitta, c'est l'esprit d'éveil. Mais cette bodhicitta, c'est le fait de développer en nous l'intention du soin, l'intention de porter secours, par exemple, à une personne qui souffre. Et cette intention se transforme après en action. C'est là pourquoi je dis le moment du soin. L'intention se transforme en action. Et en même temps, si je n'ai pas cette intention, je ne peux pas orienter mon action. Donc, intention et action sont parfaitement reliés. Care, je dirais, c'est d'abord dans une complémentarité, et non une opposition, mais complémentarité avec le cure, c'est-à-dire l'approche technique, scientifique, active du soin, qui a été très valorisée depuis l'avènement de la médecine expérimentale du 19e siècle. Donc cette approche du cure à laquelle on est essentiellement formé pendant les études de médecine, donc qui est une approche assez maîtrisée, structurée, peut-être en plein, dans lequel il faut qu'on apprenne beaucoup. Et le care, je le situerais dans un espace un peu plus en creux, un peu plus dans l'écoute, un peu plus dans l'accueil, un petit peu plus dans, oui, quelque chose qui accueille et qui métabolise. Donc il y a quand même une dimension active qui est le souci de l'autre. C'est l'idée de se soucier de l'autre et de poser un regard sur lui, sur elle, et notamment sur sa souffrance, ou en tout cas ce qui le préoccupe, ce qui l'inquiète, de mettre en œuvre des moyens pour pouvoir répondre à cette souffrance, et puis après de s'enquérir auprès de cet autre, comment est-ce que ces moyens ont été reçus, est-ce que ça apaise, est-ce que ça répond, est-ce que ça aide. Et donc le travail est un travail qui est actif dans le sens où il faut pouvoir prendre sur soi la souffrance de l'autre, la métaboliser, essayer de lui présenter quelque chose que l'autre puisse s'approprier et qui lui fasse du bien. Mais dans une attitude un petit peu de creux. Ça veut dire que on commence par se décentrer sur l'autre, on ne sait pas forcément où on va, donc on est dans cette position d'incertitude et non dans l'application d'une conduite à tenir toute tracée. Et finalement, on est un petit peu avec l'autre dans un chemin où on chemine ensemble, sans forcément que ce soit nous qui imprimions la direction, mais on est là. Pour moi, le soignant, c'est un accompagnant dans ces moments-là. Il est à côté, il partage le pain, hein, si on revient à l'étymologie du mot accompagner, il partage le pain de l'autre, il est sur le chemin.
mais ce n'est pas lui qui lui apporte les réponses. Et ça, c'est également la posture de l'aumônier. En fait, c'est la posture de toute personne qui accompagne, qui n'est pas là pour répondre, mais qui est là juste pour écouter et pour faire écho au questionnement de l'autre. Donc ça, je pense que ça peut être apaisant pour un soignant, puisque tu évoquais les peurs du soignant. Il me semble que ça peut être apaisant, ça suppose une certaine formation, de dire mais on n'attend pas de toi que tu répondes, on attend de toi que tu écoutes et que tu accuses réception des peurs et des questions de l'autre. La philosophie, à travers ces femmes philosophes, a pu prendre conscience du fait que sans le care, sans le soin, notre société ne peut pas tenir debout. Donc il y a une résistance de la part d'un secteur de la recherche et de la philosophie qui ne veut pas reconnaître l'importance, le rôle majeur de ces personnes qui prennent soin, que ce soit des femmes ou des hommes, parce que même les hommes font un travail de care extraordinaire. Et donc voilà, c'est quelque chose qui dérange. Ce qui m'a attirée dans cette mission d'aumônier, c'est que les conversations ne sont jamais anodines. C'est le moment où les masques tombent, où on n'est plus dans un jeu social, parce que c'est plus d'actualité, et où d'emblée, la relation avec l'autre se situe à un niveau de profondeur qui n'est pas ordinaire, où on va vraiment dire les peurs, dire ses peurs, dire ses espoirs, essayer de relire sa vie si on commence à en envisager la fin. Peut-être commencer tout simplement par dire qu'est-ce que c'est écouter l'autre, qu'est-ce que c'est être là pour l'autre. Et ça rejoint, pour moi en tout cas, une position défendue par certains philosophes et notamment de la philosophie morale. Donc ça, à la limite, dans ce cas-là, il faudrait aussi offrir la possibilité à des étudiants futurs soignants, quels qu'ils soient, d'avoir aussi une base plus solide des bases morales et éthiques du métier. Mais c'est pour ça que je dis que c'est évident, parce que pour moi, c'est une évidence éthique. C'est de l'éthique relationnelle. Alors évidemment, ça me fait penser à Lévinas, à Après vous, dès l'instant que l'autre est face à moi, il m'oblige et j'ai une responsabilité envers l'autre. Voilà, c'est pas je pense donc je suis, c'est je care donc je suis. Il y a un truc un peu comme ça. Moi, je trouve que ces moments-là, ils sont fondamentaux, et pour la personne fragilisée, et pour celui qui recueille ce récit. C'est des moments vraiment très importants, de grande humanité, de grande sincérité, de grande profondeur. L'approche par le care va impliquer que le médecin ne se met pas d'emblée dans une position de sachant, en se mettant dans une position d'accueil dès le début de la rencontre, dans les 3 premières secondes où le regard se pose. Ça peut être très déstabilisant parce qu'on va partir du flux du patient. La toute-puissance du soignant est quelque chose sur lequel les médecins s'assoient pour se donner la consistance de leurs doutes et parce que c'est très compliqué de prendre des décisions. Si on a le meilleur technicien du monde ou le meilleur médicament du monde, mais que la personne n'est pas en confiance ou ne se sent pas comprise ou ne revient pas voir la personne le jour J de l'intervention parce que ça passe pas, ça a beau être la meilleure intervention du monde, c'est un peu caricaturé, mais je l'imagine assez comme ça. Donc cet aspect humain, ça se joue au quotidien en fait. Et c'est une grosse part de la qualité du soin. On gagne en qualité, c'est aussi un peu la philosophie du projet, en améliorant le bien-être des soignants, on gagne en empathie, et donc en gagnant en empathie, on gagne en qualité de soins. Donc cette dimension humaine, oui, elle est essentielle. Et dans la phénoménologie, en tout cas, un des grands fondateurs de la phénoménologie psychiatrique, c'est Karl Jasper, et il disait, quand vous rencontrez un patient, plutôt que de vous intéresser au dysfonctionnement et donc de mettre une frontière étanche entre le normal et pathologique, commencez par vous questionner sur qu'est-ce qu'il y a de commun dans nos vécus, entre le patient et moi, notre communauté de vécu, et puis à partir de là, on va sentir ce qu'il y a de commun et ce qui est un petit peu plus différent dans une approche vraiment dimensionnelle. Et donc, je crois que c'est un premier aspect essentiel qui est le fait d'être humain,
d'êtres humains ensemble. Donc la méthode phénoménologique, ça s'appuie principalement sur un concept qui s'appelle l'époqué, où l'idée, ce serait un peu de réussir à suspendre cette attitude naturelle pour venir tout re-questionner finalement et partir sans a priori. Et ce serait l'approche la plus pure face à un patient. La phénoménologie, il y a finalement deux courants. Il y a une phénoménologie descriptive, husserlienne, Merleau-Ponty s'inscrit dans ça, et donc Varela, par exemple, la neurophénoménologie va beaucoup plus chercher du côté d'une phénoménologie descriptive, d'être vraiment dans la description en première personne. Et tous les travaux même qui sont intéressés à méditation et phénoménologie, on est plus dans ça. On n'est pas dans de l'herméneutique, dans de l'interprétation. On est dans comment on peut, à partir d'une description très fine à la première personne, aussi objectiver quelque chose de ce qui se passe. L'autre point, c'est un point un peu plus essentiel. C'est le terme, c'est-à-dire revenir à l'essence des choses et être dans quelque chose où on peut découvrir c'est quoi l'essence des choses, mais pour l'autre. Donc c'est pour l'autre ou pour les sujets de l'expérience et du phénomène étudié. La phénoménologie d'ailleurs, c'est qui fait cette distinction? Je pense que c'est Husserl lui-même, mais c'est beaucoup repris par Merleau-Ponty, où il va chercher deux termes pour corps, le corps corpeur et le corps libre. Alors je ne suis pas du tout germaniste, etc. Mais il y a le corps physique, le corps objet, et puis il y a le corps libre que Merleau-Ponty traduit par la chair, pour lui donner aussi quelque chose aussi d'une certaine sexualisation, mais d'une certaine sensualité et d'un certain rapport justement sensible à ce corps. Et c'est les deux qui sont malades. Et je pense vraiment que pour des raisons qui sont propres à la constitution de la médecine par médecine d'organes, etc., on a complètement oublié le corps libre. Et que c'est que dans les approches justement holistiques et dans les approches autres, et dans toute la médecine complémentaire alternative, où eux, ils s'intéressent à tous les corps. Je trouve que c'est ça, la question du corps sensible, pour moi, rejoint un peu cette dialectique du fait que notre corps, c'est un objet qui peut avoir des défaillances, mais c'est aussi notre véhicule d'être au monde, comme on dit, et c'est aussi, oui, notre corps et notre cœur sensible. Ouais. Et ça, comment la médecine le prend en charge? Si elle reste dans un truc uniquement scientifique, de médecine d'organes, etc. J'aime bien citer un certain nombre d'ouvrages, mais Jill Bolte-Taylor, neuroanatomiste, Harvard, elle fait un accident vasculaire cérébral. Son métier, c'est de découper des cerveaux toute la journée. Et elle découvre, par un accident vasculaire cérébral, qu'elle va vraiment tomber très très malade. On va la sauver et vraiment son histoire est tout à fait extraordinaire. Elle raconte après comment elle va se rééduquer et comment elle va se rééduquer à travers de nouvelles fonctions puisqu'elle a perdu, donc sur son accident vasculaire cérébral qui touche la zone frontale, en fait elle perd la notion d'espace et de temps. Et comment elle doit se reconstruire en disant « mais moi j'ai appris à Harvard à être intelligente, je ne fonctionne qu'avec mon cerveau gauche, je fonctionne qu'avec mon raisonnement, je ne suis là que pour construire de la réalité, de la véracité, de la rationalité. » Et finalement je découvre que je peux arriver à concevoir le temps et l'espace avec des émotions. Et donc elle découvre qu'elle a un deuxième cerveau. Comment on rééduque en étant dans une capacité à la fois être peut-être un peu rationnel, bien sûr, parce qu'on est des Occidentaux, mais également de faire marcher ce cerveau droit, et donc elle apprend et elle réapprend. Voilà. Et donc c'est pour ça que ça ouvre beaucoup de perspectives. Et elle fait une conférence TED d'ailleurs qui, je recommande pour ceux qui veulent le voir, mais en tout cas, elle arrive sur la conférence TED en ayant un cerveau humain, en disant « Regardez, il y a bien ces deux hémisphères, ils sont tout à fait séparés, il y a juste un petit bout et il y a juste une connexion, mais en fait, ce cerveau droit, il a beaucoup de choses à vous apprendre et on doit arriver à les faire fonctionner en même temps. » Si on revenait sur le sujet du soin, de dire que ces émotions-là, vouloir en permanence les couper, les distancier, même en tant que soignant, est une absurdité. Et une absurdité qui amène des contradictions et une non-authenticité dont les patients, quelque part, sont très sensibles.
apprendre à prendre soin et prendre soin de l'apprendre et de l'apprenant et de l'enseignant fait partie d'une innovation pédagogique, parce que c'est un nouvel élément que tu apportes au contexte pédagogique et qui, de facto, va contribuer aux apprentissages pour qu'ils soient plus fluides, plus efficaces, plus pertinents et plus riches. Au départ, la conduite de l'entretien médical telle qu'elle a été enseignée aux étudiants en médecine à partir du tournant flexnerien, c'est-à-dire à partir du moment où Flexner, au début du XXe siècle, aux États-Unis, a dit « Bon, la médecine expérimentale a permis de faire énormément de progrès en termes scientifiques, ça a sauvé des vies, enfin, ça, on le sait tous, hein, en termes de morbimortalité, ça a été fabuleux. » Et il voulait en fait homogénéiser l'accès aux soins de l'ensemble de la population des États-Unis à l'époque. Donc il s'est dit, pour faire ça, il va falloir former les étudiants tous de la même manière, c'est-à-dire de standardiser un petit peu plus les études de médecine, ce qui était très bien en fait. Mais il a calqué le modèle de l'entretien médical, le modèle de l'entretien médical sur l'approche expérimentale, c'est-à-dire l'idée d'une posture de médecin comme chercheur distant, qui justement se met à distance de la subjectivité pour essayer de mettre en lumière au plus possible les aspects objectifs. Et en faisant ça, on s'est coupé de toute la dimension expérientielle. Des efforts, j'en ai déployé des tonnes dans mes études de médecine. J'en ai déployé des tonnes pour guérir, tu vois, enfin, à tel point que c'était peut-être quelque chose de compulsif, une obsession, tu vois, de guérir, guérir, guérir. En fait, qu'est-ce que je cherchais, moi, dans le fait de guérir absolument l'autre? Qu'est-ce qui se passait quand je ne pouvais pas le guérir, tu vois? Qu'est-ce qui se passe toujours, d'ailleurs, aujourd'hui? Je crois que c'est extrêmement intéressant et vraiment, j'invite les futures générations à s'impliquer dans la recherche pour voir à quel point on a été formé dans une doctrine qui disait on comprend un mécanisme, vraiment, et historiquement, hein, ça vient de Claude Bernard, hein, on comprend un mécanisme physiopathologique, on trouve une solution, une cible, et on va répondre de cette façon-là à le traitement de cette cible, et on va résoudre le problème. Cette vision, elle est tout à fait essentiel si on relève de la radiothérapie, de la chirurgie, du médicament, et ça fonctionne très très bien. Le seul problème, c'est que beaucoup d'autres solutions, et le soin, donc le care, ne répond pas à un seul principe. Je vais prendre un exemple de ce qu'on fait à l'Institut du cancer de Montpellier sur la prescription d'activité physique adaptée. Attendez, vous voulez qu'on fasse uniquement un mouvement sur un seul muscle? C'est tout à fait absurde. C'est bien un corps qui est en mouvement et c'est bien une personne qui est en mouvement. Donc je n'ai pas un seul principe. Ce n'est pas un métabolisme des glucides ou ce n'est pas la capillarisation supplémentaire du muscle qui est à l'origine d'eux. C'est un multimécanisme, c'est clair. Le paradigme, donc c'est un terme de Thomas Kuhn, c'est un sociologue des sciences dans les années 60. Et il propose ce terme et il l'associe d'emblée à quelque chose qu'il a appelé l'incommensurabilité. C'est... Et alors comme il s'est beaucoup intéressé à Wittgenstein, il utilise la même image. Je pense que vous l'avez tous vu. Est-ce que vous avez déjà vu ce dessin du canard lapin? Et que si on veut, on peut le voir canard. Et si on veut, on peut le voir lapin. Et on peut switcher. Il y a des gens qui arrivent à switcher très rapidement. Et il y a des gens qui sont coincés et qui vont te dire bah non, c'est un canard. Et d'autres qui sont assez coincés aussi qui vont dire bah non, c'est un lapin, c'est évident, c'est un lapin. Et le cure et le care, c'est à peu près pareil. Moi, j'ai l'impression que la difficulté, c'est que c'est un canard et un lapin. Et qu'il y a des gens qui te disent canard, d'autres qui te disent lapin. Qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même dessin. Alors peut-être qu'il y avait une intentionnalité différente à la base, mais que maintenant c'est ça, c'est ce dessin-là et qu'il faut faire avec. Et que c'est très difficile, c'est même impossible selon Kuhn et dans la manière dont il a pensé les paradigmes, de voir en même temps. Et donc de pouvoir être en même temps dans le cure et le care. Et c'est l'enjeu futur pour moi de la médecine. Après, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut l'apprendre ou pas. Ça, c'est l'autre question. En tout cas, je suis optimiste. Même si on ne peut pas tout apprendre et qu'il n'y a pas des recettes toutes faites, je pense qu'on peut encore une fois sensibiliser, donner des outils
qui puisse améliorer ne serait-ce qu'un petit peu ce savoir-être. Ça s'enseigne en compagnonnage, moi je ne pense pas que ça s'enseigne de manière théorique. Qu'est-ce qui peut se travailler pour les soignants à leur offrir aussi la possibilité d'espaces où ils peuvent eux-mêmes déjà comprendre ce qu'ils ressentent. Je pense qu'on ne peut pas prétendre enseigner, entre guillemets, je dirais plus transmettre, si on n'est pas soi-même dans une posture qui est vraiment ancrée. Je trouve que dans la transmission avec les étudiants, si nous-mêmes on se conduit avec eux de cette façon-là, ils vont faire l'expérience de cette ouverture. Et si en plus on montre aussi par notre pratique médicale qu'on est dans cette posture avec les patients, il y a déjà quelque chose qui s'éveille. Et paradoxalement, c'est eux qui ont le plus de temps et parfois le plus d'écoute avec les patients. Et d'ailleurs, je pense que c'est très très important de les accompagner à ce moment-là parce qu'ils font des expériences là qui sont essentielles, qui sont qu'est-ce que l'écoute du patient et qu'est-ce que je vais en faire. Et ils font là l'expérience que écouter un patient, l'histoire du patient vient résonner en moi et me laisse pas indifférent, va susciter des émotions, va résonner avec mon histoire, avec mes représentations, va venir chambouler tout ça. Peut-être qu'effectivement, on va avoir plus de moyens vis-à-vis de ça. Je ne sais pas, en tout cas, c'est une volonté qui existe depuis plusieurs années et avec je pense aussi quand même un aspect générationnel et institutionnel qui se met en place parce que voilà, on n'a plus peut-être non plus la même manière, ça c'est un avis très personnel, hein, mais la même manière d'appréhender aussi l'aspect professionnel et donc accepter peut-être les mêmes choses qu'il y a 40 ou 20 ans. On verra bien aussi si la modification de la PACES va changer un peu la donne puisque la PACES s'ouvre à plus d'intervenants ou en tout cas plus de domaines de compétences initiales et des profils beaucoup plus variés. Donc peut-être qu'entre le changement, les modifications faites sur la qualité du terreau, c'est-à-dire en limitant les risques psychosociaux qu'on peut limiter, puisqu'on ne peut pas limiter les exigences émotionnelles dans un service de réanimation, et peut-être en changeant aussi les graines qu'on met dans le terreau, mais peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose d'un peu mieux. Je me dis qu'il y a un aspect qui me semble important, qui est celui de l'influence de la communauté, de l'institution, du formatage et de ce poids dans la formation des études en santé. Cette formation, elle a une histoire, on en a parlé tout à l'heure, et que quand on encourage l'étudiant à aller vers le care, la méditation, ou que de lui-même il se tourne vers ça, il peut être mis dans des conflits de loyauté parfois. Puisque la formation reste au minimum par défaut et parfois de façon intentionnelle centrée sur les aspects scientifiques et techniques, et le fait qu'il y ait pas ou peu d'aspects pour les élaborations émotionnelles, pour être dans cette position en creux, pour traverser le mouvement de dessaisissement et de désorganisation interne qu'il peut y avoir quand on est traversé par des émotions, le temps de les élaborer et d'en faire quelque chose, et que ce soit un peu plus contenu, et ben, l'étudiant peut se trouver dans une forme de conflit de loyauté entre ce que lui prône le curriculum, ce que font tous les autres autour, et ce que lui dicte sa conscience ou son cheminement, ou alors ses espaces d'initiation. Et je crois que là, il y a quelque chose d'un petit vertige intérieur, d'un gouffre, ou de quelque chose qui peut entraver l'investissement. Est-ce que ces espaces sont des petites bulles d'oxygène, et puis on revient à la réalité? Ou est-ce que ça transforme fondamentalement nos pratiques? Et comment, puisqu'on parle des études de médecine, comment l'institution universitaire peut accompagner ce changement de culture pour avoir un équilibre juste entre cette position en creux du care et puis la position assumée du cure. Voilà, il y a, je pense, une forme de médiation, de pont à accompagner pour qu'au moins les étudiants qui fassent cette démarche-là puissent s'y retrouver de façon relativement harmonieuse et pas trop conflictuelle et pas clivée. Et donc le praticien réflexif, il a
quand même une intention délibérée d'aller questionner, une forme de curiosité consciente, choisie, pour être dans une forme d'apprentissage permanent. Et j'allais dire, c'est pas mal qu'on mette des petites graines chez les étudiants, parce que dans le fond, toute la vie, on continue à apprendre. Apprendre aussi aux étudiants à aborder les patients en disant bah, « je ne sais pas tout et je suis aussi dans mes apprentissages et j'ai besoin d'apprendre avec vous ». Ça fait partie aussi du lâcher-prise de la toute-puissance assez rapide et ils se rendent compte que finalement le patient est un humain avec lequel ils vont interagir et non pas juste une posture soignant-soigné. L'apprentissage de la non-réponse binaire oui et non fait partie des choses très importantes, du doute, de l'incertitude, de l'humilité, de savoir que ce qui est dit à un moment donné ne sera pas forcément la vérité de demain, puisqu'on est en permanence en chemin pour... la médecine, c'est juste ça qui est merveilleux, c'est-à-dire que la médecine que j'ai apprise, l'ADN n'était pas abordé dans les 2 premières années de médecine il y a 40 ans. Hein. Enfin, c'est ça qui est juste... et tout ça, ça fait partie des choses importantes. Donc ça, ces apprentissages-là, c'est très anxiogène, parce qu'on est tous très très rassurés par des oui et des non. Mais finalement, ça leur permet aussi de comprendre que la vérité, elle est parfois entre deux et que le côté péremptoire, on peut le remettre en question parce que justement, il y a des choses à remettre en cause. Si on fait le lien avec la méditation, c'est que dans cette curiosité, au contact des patients, au contact de certaines situations, on va être amené à ressentir certaines choses. Et ce qu'on ressent dans son corps, dans ses affects, raconte des choses de nous, bien sûr, et de nos propres réactions, mais aussi de ce que le patient dépose. Enfin, ça naît de la rencontre avec le patient. Donc si les conditions sont réunies, alors le simple fait d'entrer en communication avec le regard, avec la parole, avec le toucher, est peut-être une pratique méditative, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens là quand je regarde cette personne, quand je te regarde là, maintenant, qu'est-ce que je ressens, voilà. Est-ce que je peux être curieux de regarder en moi ce qui se passe dans la relation, au moment où je te regarde, au moment où je te touche, au moment où je te parle. J'entrais en relation de façon quasi unilatérale, c'est-à-dire je regarde l'extérieur, je regarde l'autre, je l'écoute, je le prends en considération. Mais cultiver à la fois au moment où je suis en relation, qu'est-ce qui se passe dans ce que je vois, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impact de ce que je vois, de ce que je touche, de ce que j'entends à l'intérieur? Ça, c'est nouveau. Il y a un mouvement comme ça. Hein. Il y a un mouvement et c'est peut-être, tu vois, c'est peut-être justement un des aspects qui fait que c'est si important pour moi. C'est que cette pratique, elle n'est pas... je ne l'utilise pas seulement pour soigner les patients, mais aussi pour mon bien-être personnel. C'est une manière, en fait, de prendre soin de moi. Je pense que parfois, sans forcément méditer avec les patients, je pense que ça a un impact sur ma relation avec eux. Mais c'est difficile à mesurer. Je me rappelle au début avoir remarqué comment je pouvais être consciente que je respirais. Pendant qu'il disait qu'il sentait qu'il allait mourir, qu'il sentait qu'il se dégradait, ou qu'il se mettait à pleurer, en fait. Donc, ce n'est pas des choses qui sont très mesurables, c'est très intérieur. Je pense que comme ça fait déjà quelques années, c'était plus flagrant au départ. Mais oui, je pense que ça, c'est quelque chose que la méditation a changé.
Ça a changé aussi la capacité d'être en silence avec le patient. Ça, je pense que j'en étais pas forcément capable. Quand on monte sur scène pour un concert, bien sûr on a répété, mais en fait on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que tout va se passer comme on l'a prévu, mais cette alchimie entre le moment présent, la relation avec d'autres artistes, la relation avec le public, l'atmosphère de la salle, l'hygrométrie, la lumière, la chaleur, la qualité de l'instrument, tout ça, évidemment, a un impact sur le devenir du concert. Et on se sent très très vulnérable. Moi je suis debout et en pleine santé en blouse blanche. L'autre est allongé dans un lit et souffrant. C'est juste une question de temps. L'inverse va très vite être vrai. Et ça, la pratique de la pleine conscience m'aide à acquérir un peu plus d'apaisement par rapport à cette situation. Que la vulnérabilité, c'est quelque chose de partagé entre tous les êtres, c'est juste une question de moment. Quand je rentre dans une chambre auprès d'un patient, la notion de vulnérabilité me parle beaucoup. C'est-à-dire que je touche vraiment ma vulnérabilité, ma fragilité, comme un miroir.